Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Écoutez, j'ai accepté sans illusion l'invitation qui m'a été faite par le président de la République. On ne sait pas bien à quoi servira cette journée. On vient sans illusion mais avec détermination. Nous ne sommes pas dupes de l'opération de communication que le président de la République met en place aujourd'hui. Cette réunion est un aveu d'impuissance. Pourquoi cette réunion? Parce qu'il n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. On vient pour dire franchement les choses au président de la République, les yeux dans les yeux, sur le mal que fait sa politique au pays. On voit qu'il n'a pas exactement les mêmes préoccupations que les Françaises et les Français. C'est eux qu'on est venus représenter ici. Et c'est le jour J pour Emmanuel Macron. Aujourd'hui se tiennent donc ces rencontres à Saint-Denis entre les chefs de partis politiques et le président de la République. Une initiative politique d'ampleur, entre guillemets, pour renouer le dialogue avec les Français. Le président s'est dit ouvert à la tenue de plusieurs référendums. Plusieurs référendums qui ont créé un néologisme, le préférendum. Alors vous, est-ce que vous voulez ne serait-ce qu'un simple référendum sur une question? Venez nous le dire au 0826 300 300. Ou voulez-vous qu'on en fasse plusieurs en une fois, un préférendum? Ou est-ce que vous voulez simplement qu'il n'y ait pas de référendum, qu'on continue comme ça parce que ça ne ramènera pas les Français aux urnes? Ou vous pensez le contraire? Ça va faire revenir massivement les Français aux urnes et ça va vider les tiroirs de l'abstention. Venez nous le dire au 0826 300 300. D'ailleurs, à cette question, le retour du référendum peut-il faire revenir les Français aux urnes? Vous dites oui à 63%. Et pour commenter, une experte, Michel Cotta est avec nous, journaliste politique. Bonsoir, merci d'être avec nous. C'était un grand plaisir de vous accueillir. Pour moi aussi. Avant de revenir vers vous, Madame Cotta, finalement, Philippe Bilger, c'est peut-être l'occasion aujourd'hui de ce retour aux urnes, et en tout cas pour ceux qui votent sur notre compte Twitter, ils sont plutôt favorables. J'ai l'impression que Emmanuel Macron, depuis sa majorité relative, cherche désespérément à échapper à la loi implacable sur le plan parlementaire. Même s'il affirme que beaucoup de textes ont été votés, les textes fondamentaux, ils auront du mal à être votés si les Républicains un jour ne se décident pas à choisir véritablement une option. Mais je crains que ce soir, mais peut-être ai-je tort avec mon pessimisme, que malgré les plateaux repas, malgré les 8 heures d'échange, les personnalités conviées restent dans leur précaré et auront au moins l'intérêt de pouvoir exprimer leur point de vue. Et au fond, est-il nécessaire d'aboutir à quelque chose dans une démocratie? On peut même considérer, alors que la démocratie a été battue en brèche ces derniers mois, que le simple fait de se rencontrer avec le président, mon Dieu, constitue une toute légère avancée démocratique. Jean Dorido. C'est-à-dire qu'il y a cette expression qui dit chat échaudé craint l'eau froide, et c'est un fait, vous l'avez très bien rappelé, il y a eu ce fameux référendum de 2005 sur la Constitution européenne, et les Français ont dit non, ça avait surpris toute la classe politique de l'époque, et la réalité c'est que le Parlement, dans la foulée, a validé des traités, notamment le traité de Lisbonne, pour finalement mettre en place cette Constitution que les Français avaient refusée, et donc c'est un fait qu'il y a depuis une espèce de désamour, vous l'avez dit, des Français pour les urnes. Ils votent de moins en moins, les jeunes ne votent plus, il n'y a plus que les personnes âgées pour aller aux urnes, et j'ai pas le sentiment qu'un référendum sorti comme ça d'une pochette surprise puisse changer quoi que ce soit à ce sujet. Olivier d'Artigol. Nous verrons bien, on vit en effet une crise démocratique, parlementaire, il n'y a pas de majorité pour le président. On voit bien qu'il y a dans le pays l'attente d'une respiration justement démocratique. Rappelez-vous, les Gilets jaunes avaient évoqué ce référendum d'initiative populaire. Il y a donc une aspiration. Le RIC, ils avaient demandé. Référendum d'initiative citoyenne, mais après le RIP, mais qu'on ne peut au final pas atteindre, et les conditions à rassembler sont telles que c'est inaccessible, hors de portée de main. Donc on voit bien qu'il y a là quelque chose qui ne se réalise pas. De Gaulle, après 68, retourne aux urnes, puis il actionne le référendum en 69. Là, nous verrons bien ce que donne la séquence qui s'enclenche, mais pour un référendum, encore faudra-t-il s'entendre sur le sujet. Oui, c'est ce que et la manière d'instruire et de provoquer un beau débat dans le pays sur ce sujet. Sur l'immigration, ça ne peut être, d'après moi, qu'un projet de loi, qu'un texte, et non pas une seule question au regard de la complexité du sujet. Je lis dans la presse ce matin un observateur assez attentif qui nous parle peut-être d'un référendum sur le service national universel. Mais ce n'est pas une attente prioritaire aujourd'hui dans le pays. Donc on voit bien qu'il y a là
quelque chose qui va certainement avoir du mal à atterrir. Michel Cotta, on parle de déni de démocratie depuis des mois. Référendum est une réponse, peut-être? Encore que je ne pense pas que le 49.3, moi, soit un déni de démocratie. Je pense que c'est inscrit dans la Constitution, que tous les premiers ministres s'en sont servis, que tous les présidents s'en sont servis, certains plus que d'autres, évidemment. Enfin, je ne pense pas que ce soit anticonstitutionnel et antidémocratique. Bon, ceci étant, la question du référendum, on voit bien qu'il y a deux préoccupations pour un président. C'est effectivement, le sujet. Si c'est un sujet trop extérieur, comme le service national, au fond, c'est pas une revendication des Français. Même la fin de vie, par exemple, parce qu'on parle aussi d'un référendum sur la fin de vie, on n'a pas l'impression que ce soit la préoccupation. Donc il faut à la fois que ce soit dans les préoccupations des Français, et à la fois que ça n'entraîne pas obligatoirement un vote négatif pour le président de la République. Mais est-ce que c'est justement pas un cache-misère de dire on va faire un référendum sans parler véritablement des sujets, en disant finalement on avance sur ce que vous vouliez vous? Entre nous, c'est pas un cache-misère, parce que c'est pas obligatoire. On leur dit pas, on fera sûrement un référendum. D'abord, on discute. Au fond, c'est pourquoi vous voudriez que le gouvernement, sur quoi vous voudriez que le gouvernement s'engage, que le gouvernement fasse. Alors évidemment, le problème, c'est on sait très bien qu'il y a une extrême gauche qui dit immédiatement pouvoir d'achat, et les autres au contraire, et aux retraites, et les autres au contraire qui disent immigration. Or, sur tous ces sujets, ça demande quand même une sérieuse préparation et pas un texte écrit en 5 minutes sur un coin de table. Avant de redonner la parole aux vraies voix, Michel Cotta, une question. Est-ce que plutôt que le référendum pour faire venir les gens aux urnes, c'est pas la question posée dans le référendum? Je vais prendre un exemple. Le référendum sur la Nouvelle-Calédonie, il y a eu un taux de participation extrêmement bas, alors que sur le TCE, en 2005, il y a eu un très fort taux de participation. Oui, beaucoup de choses dépendent de la question, en effet. Une question qui n'est pas en priorité n'intéressera pas les gens et ne comblera pas le besoin de démocratie qu'ont certains. Donc il faut effectivement, c'est bien toute la difficulté de l'exercice, c'est faire quelque chose qui concerne les gens sans être vraiment presque un suicide pour le président de la République. 0826 300 300, après on en revient à vous, Philippe Bilger. Nicolas est avec nous. Nicolas, vous voulez réagir? Oui, tout à fait. Voilà, moi, au sujet du référendum, je ne pense pas que ça va ramener les gens aux urnes pour plusieurs raisons, parce que les gens, je pense qu'ils sont un peu dégoûtés des fois de la politique, des décisions du 49.3. Et imaginons, il y aurait eu un référendum sur la réforme des retraites. Ça ne serait jamais passé. Il y aurait eu le 49.3. Donc les gens se disent quel est l'intérêt? Et au sujet des attentes des Français, si je ne dis pas de bêtises, au premier mandat d'Emmanuel Macron, il avait fait le tour des régions. Et les Français avaient dit écoutez, on arrête de payer les présidents à vie, et etc., etc. Et ça n'a pas été pris en compte. Donc vous voyez, au final, ça dégoûte. Les Français ont des attentes. C'était une bonne idée de parler aux Français, mais les Français ont dit ce qu'ils pensaient, ce qu'ils attendaient, et il n'y a pas eu derrière. Et ça, c'est un exemple. Et ça, c'est un exemple bête. Giscard, vous payez les Giscard, etc. Mais on pourrait faire des économies, remettre ça dans d'autres choses, donner ça au pouvoir d'achat des Français. Enfin, il y a plein de solutions. Mais voilà, et ça, je pense que ça dégoûte les Français. Et quand on voit les Français aujourd'hui, en plus des fois les référendums c'est le dimanche, les gens ils veulent pas aller c'est toujours le dimanche. Mais vous, Nicolas, quel que soit le sujet, référendum, vous votez? Moi, personnellement, quand il y a des élections, j'y vais maire, présidentielle, je vais toujours voter. Il y aurait référendum, non, je sortirais pas de chez moi. Même si c'est une question très intéressante. Et même si c'est une question très intéressante comme la réforme des retraites, ça peut être très intéressant, mais au final ça aboutit à quoi? À rien. C'est vrai qu'on connaît la réponse. Elle est passée d'ailleurs. De toute façon, c'est pas nous qui décidons, malheureusement. Oui. On est des petites personnes. Vous me mettez par exemple référendum sur les policiers s'ils ont le droit de tirer. C'est un exemple bête. En cas de refus d'obtempérer. Moi, qu'on vous dise oui ou qu'on vous dise non, on n'a pas le dernier mot. De toute façon, c'est la loi. Après, il y a une loi qui va être rédigée, etc. On n'est rien. Je suis désolé. Restez avec nous, Nicolas. Philippe Bilger. Dans le micro, Philippe. Est-ce que vous ne croyez pas que l'ombre illustre de Gaulle a profondément perturbé la suite? C'est-à-dire que les présidents ordinaires, en quelque sorte, ont très peur de mettre en œuvre des référendums parce qu'on leur reprocherait, s'ils le perdaient, de ne pas partir. Oui, c'est tout à fait, c'est le problème. C'est qu'effectivement, le référendum de 69, la preuve, c'est qu'on s'est demandé si pour le général de Gaulle, il n'était pas, lui, volontaire pour s'en aller, en quelque sorte.
Mais c'est vrai que depuis, on a vu un référendum avec Jacques Chirac justement où il n'a pas engagé sa responsabilité. Alors on a le choix au fond dans des référendums peu importants ou qui touchent peu les gens et dans lequel le président n'engage pas la responsabilité, ou des référendums très importants dans lesquels toute la politique est concernée et dans lequel donc le président doit mettre en jeu sa responsabilité. Olivier d'Artigol, pardon, c'est pas un peu trop tard parce que on a entendu la demande du référendum depuis 6 mois sans que personne ne bouge et tout à coup ça sort du chapeau. Non, mais on est dans un moment où la défiance vis-à-vis de la politique a atteint des sommets, où la défiance vis-à-vis du pouvoir est aussi élevée sans qu'une alternative crédible ne s'installe réellement. Mais Emmanuel Macron a une responsabilité. Il n'a cessé, par exemple, de dire « je suis le camp de la raison » et de renvoyer le débat politique en disant « les extrêmes ne sont pas une solution ». Mais il avait aussi dit quelque chose de juste pour le coup, qu'il fallait une respiration à mi-temps du quinquennat. Et on sent bien que l'inversion du calendrier électoral, le quinquennat, la personnalisation à outrance, fait que notre démocratie s'est abîmée et qu'il faudrait en effet, à mi-temps, un moment permettant de ressusciter une appétence, un appétit, si ce n'est de politique, en tout cas de vision, de projet. Et je n'oublie pas que la réélection d'Emmanuel Macron, je vous renvoie à son discours le soir de sa réélection, a quand même été très pauvre en termes de perspective et de grande ambition pour le pays. Vous parlez comme un président, Olivier d'Artigol. Michel Cotta, pour réagir, Olivier d'Artigol. Sur ce discours, en tout cas sur le dernier discours d'Emmanuel Macron en dessous de la Tour Eiffel, effectivement, tout le monde a été très déçu par ce discours expéditif, parce qu'il faut dire que le président a plutôt l'habitude de longs discours, ou de longues interviews. Ce discours expéditif, effectivement, et d'ailleurs, moi je crois qu'il reste inexpliqué. Moi, personne ne m'a encore dit, y compris pas le chef de l'État, qu'est-ce qui s'était passé dans sa tête ce jour-là pour qu'il soit si rapide. C'est vrai. Donc on est d'accord là-dessus. Maintenant, le référendum, vous dites, ça fait 6 mois qu'on en parle. Oui. Oui, mais enfin, il faut un minimum de temps pour un référendum. Et puis, il y a des choses qui ne peuvent pas passer dans un référendum parce que c'est la politique elle-même gouvernementale. Par exemple, on voit mal comment les retraites auraient pu passer. Parce que tout le monde, d'ailleurs, tous les présidents de la République ont fait des retraites qui n'ont pas des réformes sur la retraite qui n'ont pas suffi. Mais tous en ont fait parce que ça va dans le même sens. Je voudrais vous poser une question courte avant de donner la parole à Jean Dorido, Michel Cotta. L'absence de respiration qu'a décrite Olivier d'Artigol, est-ce que c'est pas un effet du quinquennat? Parce qu'à l'époque, avec le septennat, il y avait des législatives au bout de 5 ans et on partait en cohabitation ou on continuait. Tout ça ramène au quinquennat et aux difficultés d'un quinquennat. Faire une élection à mi-terme, c'est comme eux, ils le font tous les 2 ans. Ils sont habitués. À mi-terme, tous les 2 ans et demi, c'est vraiment beaucoup. Alors qu'effectivement, le septennat permettait au peuple de s'exprimer. Bon, ceci étant, c'est un peu différent parce que c'était la gauche contre la droite, c'était frontal. Alors, c'était beaucoup plus facile que maintenant. D'ailleurs, ça va revenir. Ça revient. Ah bon, c'est la saison prochaine, ça revient, c'est ça? Jean Dorido. Non, mais c'est-à-dire que je reviens sur la notion de consensus qu'on évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire que la France est morcelée, elle est archipélisée, et ne serait-ce que sur le choix de la question, précisément, il n'y a pas de question qui fait consensus, il n'y a pas de sujet brûlant qui passionne tous les Français. On vient de parler du septennat. Peut-être ce serait une question à poser aux Français dans le cadre d'un référendum. Qui serait là pour soutenir le septennat? Le dernier référendum d'envergure dont je me souvienne, c'est en Europe, c'est le Brexit des Anglais. Oui. Ça, c'est une question majeure. Et il y a 2 camps qui se sont affrontés. Le non l'a emporté là aussi à la surprise de toute la classe journalistique. Aujourd'hui, cette question-là serait posée en France. Quelle politique serait là pour soutenir le camp du non? Il n'y en a pas. Donc c'est-à-dire qu'on est dans une espèce de vacuité terrible d'une classe politique, quelle que soit, je dirais, l'orientation, qui n'a pas de projet à proposer aux Français. Il n'y en aurait pas. Vous êtes sévère, parce qu'il y en a. Parce qu'il y en a, ne serait-ce que la réforme des retraites, c'est un projet, malheureusement, qui déplaît à tout le monde. C'est une question technocratique. Enfin, je n'ai pas le sentiment que ça passionne. Je crois pas qu'un enfant, aujourd'hui, dise, moi, plus tard, je veux me battre sur la réforme des retraites, si vous voulez. Ils étaient tous dans la rue, il y avait des gosses de 18 ans dans la rue.
qui disaient qu'ils étaient contre la retraite. Ça m'a beaucoup étonné d'ailleurs, mais c'était le cas. Vos collègues analystes, experts, politologues et autres expliquaient à ce moment-là que la mobilisation n'a pas été si massive que ça pour les retraites. Il y a eu du monde dans les rues, certes. C'était pas l'école libre à l'époque de Mitterrand, dans les années 80. Il y a eu un exemple comme ça. Et Michel Cotta, vous avez totalement raison. On a même été étonné que les jeunes s'investissent à ce point pour une retraite. Je vous le redis, la question centrale du débat sur la retraite a été celle du travail, de son sens, de sa soutenabilité, de sa transformation. Ça a été un beau débat en l'état. Ben, ça aurait dû être. Oui, parce que le débat parlementaire avec les LR, un débat sur le travail maintenant, par exemple, un débat sur le travail maintenant serait encore plus d'actualité, puisqu'on sait très bien qu'il y a des endroits où il y a un manque de boulot, de bras. Les Français veulent travailler. Pour le coup, là, c'est un beau débat, le travail. Mais sur les pas soumis au référendum. Pardon, Michel Cotta. Sur les 3 tables rondes qui sont prévues dans le programme, en tout cas, d'Emmanuel Macron, l'international, les institutions, l'autorité de l'État. Quelle est pour vous, aujourd'hui, la priorité sur ces 3 thèmes, Philippe Bilger? Moi, évidemment, je voudrais quitter le registre de l'ancien avocat général qui aurait tendance à parler de l'autorité de l'État. Je pense pourtant que sur le plan international, ce qui m'inquiète aujourd'hui, j'ai l'impression que la France perd beaucoup de son lustre. Alors, je ne dis pas que c'est forcément le résultat de la politique d'Emmanuel Macron, mais je le constate. Et là, je suis très angoissé là-dessus. Michel Cotta? Sur le problème international, j'ai l'impression que toute l'Europe est en question, et même peut-être tout l'Occident. Alors, il y a vraiment de quoi parler, effectivement, mais est-ce que ça relève d'un référendum? Est-ce que les Français peuvent avoir les éléments pour, les éléments contre? Ça, je ne sais pas. Mais en attendant, sur l'autorité, il faut sûrement faire quelque chose. Voilà. Il y a quelque chose qui ne marche pas, qui ne va pas, les gens n'y croient plus, et il faut sûrement... Alors, je vois notre ami... Jean Dorido, qui fait l'amour. Qui sourit sans y croire. Mais c'est sûr que sur l'autorité, il y a quelque chose à faire. Et malheureusement, c'est vrai qu'en période de majorité relative, c'est très très difficile pour un président, et surtout un président qui ne se représentera pas, d'avoir de l'autorité pendant 4 ans. Merci beaucoup Michel Cotta d'avoir été avec nous. Dans un instant, vous avez écouté forcément les politiques, vous avez lu leurs tweets. Et ben vous êtes bon pour le quiz de l'actu. On sera avec nos 3 concurrents. Là, je peux vous dire, c'est sûr qu'il y a des compétiteurs. Là, Olivier d'Artigol, Jean Dorido et si Michel Cotta veut rester, Michel Cotta veut rester, c'est le quiz de l'actu. Avec plaisir. Vous êtes la bienvenue. Je vous laisse. Restez avec nous. On revient dans un instant.